Juste avant mon mariage, mon frère a ricané au téléphone, « Papa ne t'accompagnera pas à l'hôtel. » Il m'a choisi. J'étais glacé. Mais c'est mon mariage. Il a ri, « Tu n'as jamais été la priorité. » Alors que je me croyais seul, la porte s'est ouverte. La suite les a laissés sans voix. Je m'appelle Clotilde Bernard. J'ai 32 ans. Et 10 minutes avant que je ne doive descendre l'allée, mon téléphone s'est illuminé avec le genre de message qui peut vider une personne en quelques secondes. Je me tenais là, dans ma robe de mariée, une main sur mon voile, essayant de calmer ma respiration avant la cérémonie, lorsque j'ai regardé en bas et lu les mots qui ont fait chuter mon estomac. Je les ai lus 2 fois car ils étaient si vicieux qu'ils n'ont d'abord pas semblé réels. Puis mon téléphone a sonné. Et lorsque j'ai répondu, une voix masculine est parvenue avec un rire si suffisant qu'il m'a glacé le sang, « Père ne t'accompagnera pas jusqu'à l'hôtel. » Je l'ai forcé à choisir et il m'a choisi. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. Je suis restée là, silencieuse, serrant mon téléphone si fort que mes doigts me faisaient mal. C'est le jour de mon mariage, ai-je finalement dit, mais ma propre voix semblait lointaine. Il a ri à nouveau, plus doucement cette fois, plus méchant, « Tu n'as jamais été la priorité. » Cette phrase m'a touché plus que tout le reste, car elle ne concernait pas seulement la cérémonie qui attendait derrière ses portes. Elle concernait chaque anniversaire où j'ai appris à ne pas trop attendre, chaque événement scolaire où j'ai balayé la salle à la recherche de mon père pour y trouver une chaise vide. Chaque dîner de famille où je souriais comme si je ne remarquais pas que mon frère pouvait m'insulter et être quand même adoré. J'aurais dû m'effondrer à cet instant, m'asseoir, pleurer et laisser l'humiliation m'engloutir entièrement. Au lieu de cela, je suis resté debout et j'ai fixé mon reflet, essayant de comprendre si l'homme qui m'avait élevé avait vraiment décidé que l'ego de mon frère comptait plus que le plus beau jour de ma vie. Puis, juste au moment où je pensais devoir entrer dans cette cérémonie complètement seul, la porte s'est ouverte derrière moi et quelqu'un est entré. La première chose que j'ai ressentie lorsque cette porte s'est ouverte n'a pas été le soulagement, mais l'appréhension. Dans une famille comme la mienne, les gens arrivent rarement en apportant du réconfort sans aussi amener une nouvelle excuse, une version plus douce de la trahison, ou un plaidoyer pour rester silencieux pour le bien de la paix. Je me suis retourné, m'attendant à une autre excuse au nom de quelqu'un d'autre. Mais au lieu de cela, j'ai vu le frère cadet de ma mère debout là, une main toujours sur le bouton de la porte et la colère peinte sur tout son visage. Il m'a regardé, puis le téléphone dans ma main, et a demandé, « Qu'a-t-il fait ? » Pas, « Que s'est-il passé ? » Pas, « Ça va ? » Qu'a-t-il fait ? Il connaissait déjà le schéma. Je lui ai tendu le téléphone. Il a lu le message et sa mâchoire s'est immédiatement crispée. Il a aussi appelé, ai-je dit. Il m'a dit que père avait choisi lui. Mon oncle m'a regardé avec un mélange de pitié et de fureur qui a failli me faire pleurer. Mais j'avais passé trop d'années à pleurer pour des gens qui n'avaient jamais mérité le privilège de mes larmes. Rien de tout cela n'était sorti de nulle part. Mon frère avait passé la majeure partie de sa vie à jouer le même rôle, le fils d'or, la personne la plus bruyante dans chaque pièce, celui qui avait besoin que chaque moment familial se plie à ses sentiments. Si j'obtenais des félicitations à l'école, il rappelait à tous qu'il était plus naturellement talentueux. Si quelque chose de bien m'arrivait, il trouvait un moyen d'en faire une blague. Quand j'ai annoncé mes fiançailles, il a dit, au moins, quelqu'un dans la famille est prêt à se contenter de l'enfant de secours. Il enfouissait du venin dans l'humour si souvent que les gens ont commencé à traiter la cruauté comme du charme. Mon père ne se joignait jamais ouvertement à lui, mais il récompensait cela par le silence. Et ce silence m'a appris plus clairement que n'importe quel mot qui comptait et qui ne comptait pas. Je me suis souvenu d'avoir 17 ans, debout dans les coulisses avant une cérémonie de bourse, cherchant le visage de mon père dans le public. J'avais gagné quelque chose d'énorme, quelque chose pour quoi j'avais travaillé des années, et je continuais de chercher son visage jusqu'à ce que la cérémonie commence. Sa place est restée vide. Ce soir-là, il est rentré à la maison portant un sac de courses et a dit que mon frère avait eu besoin de lui parce qu'il était contrarié d'avoir perdu un prix sportif local. Avoir besoin de lui. Ce mot est resté en moi comme une écharde. J'avais eu besoin de lui aussi. J'ai juste appris jeune que mes besoins n'arrivaient jamais avec la même urgence. Mon oncle s'est rapproché et a baissé la voix, « Écoute-moi bien, Clotilde. Tu ne vas pas sortir de là en victime. » J'ai ri d'un rire creux. Facile à dire quand ce n'est pas la mariée à qui l'on dit que son père ne viendra pas. Il n'a pas reculé. Non, ce n'est pas facile.
C'est nécessaire, car si tu les laisses te briser maintenant, ils posséderont ce jour pour toujours. J'ai regardé ma robe et j'ai pensé une seconde humiliante à fuir, pas à reporter, pas à confronter, juste disparaître, monter dans une voiture et conduire jusqu'à ce que le lieu devienne quelque chose dont les autres parlent dans des murmures choqués. Mais la facilité est ce sur quoi les hommes comme mon frère comptent. Ils comptent sur ta honte pour faire leur travail à leur place. Je n'arrive pas à croire qu'ils feraient vraiment ça, ai-je dit. Et même en le disant, je savais que je pouvais le croire. C'était le pire. Mon oncle m'a rendu le téléphone, puis a cessé d'être choqué. Décide qui tu veux être quand tu passeras cette porte. Je l'ai fixé et j'ai posé la question qui était tapie sous toute la colère, et si je veux toujours mon père? Son expression s'est adoucie. Bien sûr que tu le veux. Cela ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Cela fait de toi une fille. Mais aujourd'hui n'est pas un test pour voir si tu peux enfin le faire choisir toi. C'est le jour où tu arrêtes de mesurer ta valeur à l'aune de son éventuelle décision. Cela a touché plus profondément que l'appel téléphonique de mon frère. Les mariages dépouillent les gens jusqu'à leurs versions les plus anciennes. Et sous la femme adulte, la fiancée, l'adulte compétente qui avait construit une vie solide pour elle-même, il y avait encore une petite fille qui voulait que son père la regarde comme si elle comptait. Mon oncle a vu cela sur mon visage. Il m'a serré l'épaule et a dit, « Tu as de vraies personnes là-bas qui t'aiment, pas des gens qui te font gagner la tendresse. Laisse-les se montrer pour toi. » J'ai hoché la tête, mais la douleur dans ma poitrine ne s'est pas apaisée. Dehors, les invités prenaient place, la musique se préparait, et mon frère souriait probablement pour lui-même, convaincu d'avoir trouvé le moyen parfait de m'humilier devant tout le monde. Il pensait que l'histoire était déjà écrite. Il pensait que je sortirais brisé ou que je ne sortirais pas du tout. Il se trompait sur une chose. Il croyait toujours que j'étais la même sœur qu'il avait entraînée pendant des années à se faire petite. Au moment où j'ai quitté la suite nuptiale, mes mains étaient stables, mais j'étais loin d'être calme. La colère peut faire cela. Elle peut stabiliser ton corps tout en mettant le feu à tout le reste. Mes demoiselles d'honneur s'agitaient autour de moi dans une panique douce, ajustant le dos de ma robe, vérifiant mon voile, demandant si je voulais de l'eau. Je leur ai adressé à toutes le même petit sourire et le même mensonge, je vais bien. On permet aux mariées d'être émotives. On ne s'attend pas à ce qu'elles soient suffisamment furieuses pour démanteler une famille avant le début de la cérémonie. Au bas de l'escalier, l'une des coordinatrices s'est précipitée et m'a chuchoté que mes fiancés avaient envoyé un message demandant si j'allais bien. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait et pourtant ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Cela a failli me défaire. Je voulais courir directement vers lui et tout lui raconter, mais je ne voulais pas que ce jour devienne un champ de bataille de plus dans lequel ma famille l'aurait traîné. J'ai dit à la coordinatrice de lui faire savoir que j'avais juste besoin d'une minute. Puis, je me suis engagé dans le couloir latéral menant à l'entrée de l'allée. Et là, il était, mon frère, appuyé contre le mur comme s'il possédait l'endroit, une main dans sa poche, portant un costume que mon père avait probablement payé, et souriant comme un homme qui croyait avoir déjà gagné. Il s'est détaché du mur quand il m'a vu et a dit, « Waouh, tu as quand même tenu bon. » J'ai marché droit vers lui. « Où est-il » ai-je demandé. Il a fait semblant de ne pas comprendre. « Qui ? Ton fiancé ?» Je n'ai pas cligné des yeux. Tu sais exactement de qui je parle. Son sourire s'est élargi, « Ah oui, père. » Occupé. Je l'ai fixé et pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti aucun besoin d'adoucir mon ton pour maintenir la paix. Occupé à faire quoi? Il a baissé la voix comme s'il partageait quelque chose de délicieux. Être là où il est réellement désiré. J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que cette cruauté délibérée semble toujours pathétique si on la regarde assez longtemps. Tu m'as appelé pour ruiner le jour de mon mariage, ai-je dit. Il a haussé les épaules. Je n'ai rien ruiné. Je t'ai juste dit la vérité avant que tu ne t'embarrasses devant tout le monde. Je me suis rapproché. Non, la vérité c'est que tu ne supportais pas l'idée qu'une journée ne tourne pas autour de toi. Quelque chose d'affreux a traversé son visage. Tu fais toujours ça, a-t-il lancé. Tu te fais passer pour l'innocente, comme une sainte fille négligée, comme si tout le monde devait avoir pitié de toi. C'est épuisant. Cela m'a presque stupéfaite. Non pas parce qu'il avait raison, mais parce que les gens comme lui se révèlent toujours lorsqu'ils perdent le contrôle. Il ne détestait pas ma faiblesse.
Il détestait que j'aie survécu à sa cruauté sans devenir lui. Tu as fait choisir père, ai-je demandé. C'est vraiment ce qui s'est passé? Il s'est penché. Oui, je lui ai demandé où allait sa loyauté, et il a répondu. J'ai secoué la tête. Non, tu as fait pression sur une vieille blessure et tu as appelé ça de la loyauté. Sa bouche s'est serrée. Tu penses toujours être plus intelligente que tout le monde. Pas tout le monde, ai-je dit. Juste toi. Il a ri à nouveau, mais le son était plus faible maintenant. Fais attention. Cet acte de princesse s'écroule très vite sans père à ton bras. C'était la phrase qui perçait tout. Ce n'était pas ce qu'il avait dit de plus cruel, mais cela condensait toute l'histoire de notre famille en une seule phrase. Il croyait vraiment que ma dignité dépendait de l'approbation masculine. L'approbation de notre père, la sienne, le bras de quelqu'un. Il n'avait aucune idée du genre de femme que j'étais devenue en dehors de cette maison. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, tu peux passer le reste de ta vie à rivaliser avec moi si tu veux. J'ai fini de rivaliser avec quelqu'un dont la plus grande réussite est d'être choisi par un homme trop faible pour lui dire non. Son visage a changé instantanément. Il s'attendait à des larmes, peut-être à des supplications, peut-être à une scène qu'il pourrait utiliser plus tard comme preuve que j'étais instable. Il ne s'attendait pas au mépris. Avant qu'il ne puisse répondre, nous avons entendu un mouvement derrière nous. Ma mère était entrée dans le couloir. Elle a jeté un coup d'œil à nos visages et a murmuré, « S'il vous plaît, pas maintenant. » Mon frère s'est reculé et a lissé sa veste. « Dis-lui ça, dit-il, comme si j'étais celle qui causait des dégâts. » Ma mère m'a regardé avec des yeux humides, et pendant une brève seconde, j'ai failli la reprendre. Elle avait passé des décennies à survivre en minimisant le comportement des hommes et en traduisant la cruauté en quelque chose de gérable. Elle désirait l'harmonie au point d'appeler presque n'importe quoi la paix. « Où est père ?» ai-je demandé. Elle a hésité, puis a dit calmement, il avait besoin de temps. Mon frère a ricané. La voilà. Je l'ai regardé droit dans les yeux. A-t-il dit qu'il ne viendrait pas? Elle a mis trop de temps à répondre. C'était une réponse suffisante. Quelque chose en moi s'est complètement immobilisé. Elle a tendu la main vers la mienne, mais je l'ai retirée. Ne fais pas ça, ai-je dit. Pas à moins que tu ne sois enfin sur le point de dire la vérité. Elle s'est mise à pleurer alors, doucement, s'excusant, de la manière dont elle pleurait toujours lorsque la réalité devenait trop évidente pour être adoucie. Il a dit qu'il ne voulait pas de conflit. J'ai laissé échapper un rire bref et aigu. Alors, il l'a créé et s'est appelé Pacifique. Mon frère a levé les yeux au ciel. On peut passer l'acte de martyr? Marche dans l'allée ou ne marche pas. Je me suis tourné vers lui si vite que ma mère a halté. Mes émotions ne sont pas le problème ici. Tu as appelé la mariée avant sa cérémonie pour lui dire que son père l'abandonnait. Ne confonds jamais ma réaction avec le crime. Pour la première fois, il n'avait aucune réplique prête, aucune blague, aucun ricanement, aucune lame rapide à lancer. Le silence s'est épaissi. Quelque part dehors, la musique commençait à changer. La cérémonie était proche. Mon frère s'est remis le premier, a vérifié ses boutons de manchette et a dit, peu importe. Tu as peut-être 2 minutes avant que tout le monde réalise que tu traînes parce que tu ne peux pas gérer la réalité. Puis il s'est éloigné vers le jardin, les épaules détendues, la confiance restaurée. Il croyait vraiment qu'il allait me regarder échouer. Ma mère est restée là, pleurant. Mon oncle est réapparu à l'autre bout du couloir, observant toute la scène d'un seul regard, et je me suis retrouvé seul au milieu. Non seulement comme une mariée prise entre la peur et la joie, mais comme une fille debout au bord d'un choix que j'aurais dû faire il y a des années, continuer à protéger des gens qui ne m'avaient jamais protégé une seule fois. Lorsque la musique de la procession a changé, chaque instinct en moi me disait d'arrêter tout, de retarder la cérémonie, de fermer la porte, de refuser que mon mariage devienne une scène de plus pour la cruauté de ma famille. Pendant quelques secondes, cette option semblait presque raisonnable. Pourquoi devrais-je sortir en souriant alors que mon frère et mon père venaient de rouvrir la blessure la plus ancienne de ma vie? Mais sous la panique, une autre pensée est remontée, plus calme et plus dure. Pourquoi devrais-je être celle qui disparaît de son propre jour? Pourquoi devrais-je renoncer au moment le plus important de ma vie parce que 2 hommes égoïstes avaient une fois de plus décidé que leur pouvoir comptait plus que ma paix? J'ai donc redressé le menton, stabilisé ma respiration et dit à la coordinatrice que j'étais prête.
Elle a eu l'air surprise, mais elle a hoché la tête. Mon oncle s'est immédiatement approché de moi et a dit que si je le voulais, il m'accompagnerait. L'offre m'a profondément touché parce qu'elle était si simple et réelle, pas dramatique, pas performative, juste l'amour qui se montre sans condition. J'étais sur le point de dire oui quand un membre du personnel s'est précipité et a dit que quelqu'un était à la grille demandant à entrer. Il a dit qu'il était de la famille. Puis elle a donné son nom, mon père. Pendant une seconde faible et stupide, j'ai voulu croire que cela signifiait qu'il avait enfin retrouvé la raison. Je voulais croire qu'il avait réalisé ce qu'il avait fait et qu'il était revenu en courant parce que la honte avait finalement surpassé la peur. Mais quand il est entré, j'ai vu immédiatement que la culpabilité et l'orgueil se livraient encore bataille sur son visage. Clotilde, a-t-il commencé, mais je l'ai interrompu avant qu'il ne puisse prétendre que prononcer mon nom doucement arrangerait quoi que ce soit. Il a essayé de se défendre presque immédiatement. Il a dit qu'il venait comme si arrivé en retard effaçait les dégâts. Il a dit que mon frère était contrarié. Il a dit qu'il essayait seulement de maintenir la paix. J'ai ri et le son est sorti plus aigu que je ne l'avais prévu. Je lui ai dit que le laisser me dire que j'avais été abandonné le jour de mon mariage n'était pas la paix. C'était de la lâcheté. Je lui ai dit que rester silencieux pendant que quelqu'un d'autre m'humiliait ne le rendait pas neutre. Cela le rendait complice. Avant qu'il ne puisse répondre, mon frère est apparu et a exigé de savoir pourquoi notre père était là, visiblement choqué que le plan ait changé. Ce qui a suivi n'était pas dramatique d'une manière glamour. C'était de la manière ordinaire des familles. Murmures aigus, mensonges exposés, ma mère pleurant, mon père trébuchant dans des excuses, mon frère devenant de plus en plus vicieux à chaque seconde. Puis la vérité a finalement fait surface en entier. Mon frère a admis que notre père avait dit que je rendais toujours les choses émotionnelles et difficiles. Et c'est là que j'ai cessé de laisser l'un ou l'autre se cacher derrière un langage vague. J'ai demandé directement à mon père s'il avait choisi les sentiments de mon frère plutôt que les miens ce matin-là. Et après avoir hésité, il a finalement dit oui. Puis j'ai posé la question encore plus importante. Si cette confrontation n'avait jamais eu lieu, serait-il venu à temps pour me le dire lui-même? Il n'a rien dit. Ce silence a tout dit. À cet instant, toute l'histoire a changé. Il ne s'agissait plus seulement d'une rivalité fraternelle cruelle ou d'une dispute familiale malheureuse. C'était la preuve d'un échec paternel mis à nu. Mon frère s'attendait à des larmes, à la panique, à l'humiliation. Ce qu'il a obtenu à la place, c'était l'exposition. Tous ceux qui se tenaient là pouvaient maintenant voir que sa prétendue victoire dépendait entièrement de la négligence de notre père. Et pour la première fois, même lui semblait secoué par la laideur de cette vérité. Dire la vérité à voix haute ne m'a pas fait me sentir puissante. Cela m'a rendu malade. Il y a un prix à nommer enfin ce que les gens vous ont fait, surtout quand ce sont vos proches. Une fois que les mots sont dans l'air, vous ne pouvez pas revenir au déni poli. Mon père se tenait là, paraissant plus petit que je ne l'avais jamais vu. Mais petitesse n'est pas la même chose que remords. Mon frère avait l'air furieux, mais sous la fureur, je pouvais voir la panique. Il était en train de perdre le contrôle de l'histoire. Ma mère a murmuré, « Tu l'humilies », signifiant mon père. Je me suis tourné vers elle et j'ai dit, « Non, il a fait ça lui-même ». Mon frère a ricané et a dit que je mettais toute la famille en procès. « Tu as mis la famille en procès dès l'instant où tu m'as appelé », ai-je répondu. Il a écarté les bras et a dit qu'il n'avait fait que dire la vérité. « Non », ai-je dit. « Tu as utilisé la vérité comme une arme. Il y a une différence. » Ça a touché plus fort que prévu. Les gens cruels détestent les miroirs plus que la punition. Mon oncle est intervenu et a dit à mon père que quelqu'un devait agir comme un membre de la famille aujourd'hui. Encore une fois, mon père n'avait aucune base morale sur laquelle se tenir, et il le savait. Puis mon frère a fait l'erreur qui a tout changé. Il m'a regardé et a dit, « Tu n'es toujours pas celle qu'il voulait en premier. » Des années plus tôt, cette phrase m'aurait détruite. Ce jour-là, quelque chose de différent s'est produit. Je l'ai regardé et j'ai soudainement vu à quel point c'était pathétique. Un homme adulte debout devant le mariage de sa sœur, mesurant toujours sa valeur au fait que papa l'avait choisi en premier. Je ne me suis pas sentie plus petite, mais plus libre. C'est ça ta tragédie, ai-je dit. Pas la mienne. Il a froncé les sourcils. J'ai continué. Tu penses que gagner signifie être choisi avant moi?
Tu as construit toute ton identité autour de me prendre des choses, l'attention, l'approbation, l'espace, même aujourd'hui. Et tu ne comprends toujours pas ce que ça dit sur toi. Son visage est devenu rouge. Tais-toi. Non, ai-je dit. Je te dis que tu n'as plus le droit de me réduire au silence. La planificatrice de mariage s'est approchée et a demandé si la cérémonie devait être retardée. Je lui ai dit non. Nous commencerions à l'heure. Mon frère m'a regardé. Tu ne peux pas sérieusement penser que tu t'apprêtes à sortir et à prétendre que tout est normal. Je ne fais semblant de rien, ai-je dit. Je décide que tu n'as pas le droit de garder ma vie en otage parce que tu es émotionnellement attardé. Puis mon père s'est avancé et a prononcé les mots que j'aurais dû entendre depuis longtemps, Clotilde, laisse-moi t'accompagner jusqu'à l'hôtel. La voilà, l'offre tardive. La version de la réparation qui veut être vue au lieu d'être méritée. Je l'ai regardé attentivement. Vraiment attentivement. C'était l'homme qui avait façonné mon désir d'approbation et ma peur d'être ignoré. L'homme qui m'avait appris à accepter des miettes et à appeler ça de l'amour. Et maintenant, sous la pression, il voulait jouer le rôle de père à la dernière minute devant un public. Si j'avais dit oui, tout le monde aurait appelé ça une guérison. Mais la guérison sans responsabilité n'est que théâtre. Non, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Quoi? Tu as bien entendu. Ma mère a haleté. Mon frère a même souri au début, pensant que cela signifiait toujours qu'il avait gagné. Mais je n'avais pas fini. Tu n'auras pas ce rôle aujourd'hui, ai-je dit à mon père. M'accompagner jusqu'à l'hôtel n'est pas une question de biologie. C'est une question d'être présent, de protéger, d'honorer, et tu as échoué aux trois. Les mots ont tremblé quand je les ai prononcés, mais je ne les ai pas retirés. Il m'a regardé comme s'il n'avait jamais imaginé que je pourrais lui refuser cela. Cela m'a confirmé que je faisais exactement ce qu'il fallait. Les hommes comme lui peuvent retenir l'amour pendant des années et croire toujours que l'accès à vous est leur droit de naissance. Alors qui, a murmuré ma mère. Je n'ai pas hésité. Je me suis tourné vers mon oncle. Il se tenait à quelques pas, les yeux remplis, n'ayant clairement pas prévu d'être au centre de tout cela. Lui, ai-je dit. Il a eu l'air abasourdi. C'est toi qui es venu quand j'avais besoin de quelqu'un, lui ai-je dit. C'est toi qui m'as dit de ne pas disparaître de ma propre vie. C'est toi qui m'as traité comme si je comptais avant qu'il y ait un public. Si quelqu'un m'accompagne jusqu'à cet hôtel, c'est toi. Ma mère s'est couvert la bouche et a sangloté ouvertement. Mon père est devenu livide. L'expression de mon frère est passée d'un soulagement suffisant à une incrédulité totale, car soudain, l'histoire avait tourné d'une manière qu'il n'avait jamais prévue. Il voulait que l'absence de mon père soit mon humiliation. Au lieu de cela, c'est devenu la preuve publique de la raison pour laquelle lui et mon père n'étaient plus centraux dans ma vie. C'est de la folie, a lancé mon frère. Tu remplaces père pour marquer un point. Non, ai-je dit. J'honore la personne qui a réellement agi comme un membre de ma famille. Mon père a tenté une dernière fois. Clotilde, ne fais pas ça. J'ai croisé son regard et j'ai dit, tu l'as déjà fait. Puis je me suis détourné de lui. Et ce simple refus m'a semblé plus puissant que n'importe quel discours que j'aurais pu faire. Certains pensent que la vengeance, c'est crier. Parfois, c'est le refus. Parfois, c'est laisser quelqu'un se tenir dans le vide exact qu'il a créé et le forcer à le regarder sans secours. Mon frère était en train de se décomposer maintenant. Tu vas vraiment mettre père dans l'embarras devant tout le monde, a-t-il exigé. Tu veux dire, de la manière dont tu as essayé de m'embarrasser, ai-je demandé. Oui, a-t-il rétorqué. Exactement comme ça. L'honnêteté de cela l'a stupéfié lui-même. Mon oncle a fait un pas en avant et lui a dit qu'il devait partir avant de gâcher les choses. Mon frère a ri amèrement et m'a traité de dramatique et de vindicative. Je l'ai regardé et j'ai dit la chose la plus calme que j'avais dite de toute la journée, non, je le coupe parce que j'ai enfin appris la différence entre l'amour et l'accès. Cela l'a fait taire. La coordinatrice a signalé qu'il était temps. La musique allait commencer. Les invités étaient assis. Mon futur mari attendait à l'hôtel, toujours présent, toujours aimant, toujours stable. J'ai tendu le bras à mon oncle. Il me l'a offert avec des mains tremblantes. Mon père a fait une dernière tentative brisée. S'il te plaît. Je ne me suis pas retourné.
tu as choisi ce matin, ai-je dit. Je choisis maintenant. Puis j'ai marché. L'air a changé à la seconde où nous sommes sortis. À l'intérieur du couloir, tout semblait confiné et vénéneux, lourd des vieilles blessures que ma famille avait traînées jusqu'à mon jour de mariage. Dehors, le jardin était lumineux avec la lumière de fin d'après-midi, des fleurs blanches bordant l'allée, les invités se levant lorsque la musique s'est élevée. Pendant un étrange moment suspendu, j'ai failli m'effondrer à cause du contraste seul. Mon oncle a resserré son bras sous ma main, et j'ai réalisé qu'il était plus nerveux que moi. Cela m'a fait sourire pour la première fois de la journée. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon fiancé attendre à l'hôtel. Au moment où il a remarqué qui marchait à mes côtés, la compréhension a traversé son visage. Pas de la confusion, pas de la panique, mais la compréhension. Il en savait assez sur ma famille pour lire toute la scène d'un seul coup d'œil, et au lieu d'avoir l'air embarrassé ou préoccupé par les apparences, il m'a regardé avec une tendresse pure et stable. Cela m'a presque plus défaite que la trahison. Être bien aimé après avoir été mal aimé ressemble à un miracle, même si cela devrait simplement être normal. Alors que nous descendions l'allée, je pouvais sentir les réactions autour de nous. Certains invités pleuraient. D'autres chuchotaient. Certains regardaient clairement au-delà de moi, essayant de trouver mon père. Je ne me suis jamais retourné. J'ai refusé de pourrir cette marche en vérifiant s'il se tenait là à regretter ce qu'il avait fait. Pas à pas, je me sentais moins comme une fille rejetée et plus comme une femme entrant dans la vie qu'elle s'était bâtie. À l'hôtel, mon oncle a embrassé ma joue et a placé ma main dans celle de mon fiancé. Puis il s'est reculé, les yeux brillants, et la cérémonie a commencé. Quand ce fut le tour des vœux, mon fiancé a commencé. Sa voix était calme, chaleureuse et complètement honnête. Il a dit qu'il aimait la façon dont je restais gentil malgré la déception, la façon dont je remarquais la douleur des autres parce que j'avais vécu la mienne, et la façon dont je bâtissais la loyauté au lieu de l'exiger. Il a dit que m'aimer lui avait appris que la maison n'est pas l'endroit où l'on est le plus bruyamment loué, mais où l'on est le plus profondément compris. Au moment où il eut fini, je pleurais déjà. Puis ce fut mon tour. Je l'ai regardé et j'ai mis de côté les vœux plus doux que j'avais écrits il y a des semaines, car à cet instant, seule la vérité semblait digne. Je lui ai dit que j'avais l'habitude de penser que l'amour était quelque chose que l'on gagnait en étant plus facile à choisir. J'ai dit que je croyais que si j'étais assez patiente, assez silencieuse et assez compréhensive, les gens qui me blessaient finiraient par m'aimer de la bonne manière. Mais l'aimer m'avait appris quelque chose de mieux. Le véritable amour ne vous demande pas de vous faire petite en échange de l'appartenance. Le véritable amour se montre. Il protège. Il ne vous fait pas rivaliser pour la dignité. Je lui ai dit qu'il n'avait jamais traité mon cœur comme un fardeau ou un prix, seulement comme quelque chose de précieux, et que je lui promettais ma vie, non pas comme quelqu'un qui attend toujours d'être choisi, mais comme quelqu'un qui connaissait enfin sa valeur. Un silence a suivi qui semblait sacré. Puis, depuis l'arrière, une voix l'a rompu, Clotilde, mon père, juste mon nom, prononcé trop tard encore. Je me suis lentement retourné. Il s'est avancé depuis la dernière rangée, dépouillé de toutes les excuses qu'il avait portées plus tôt, et a dit assez fort pour que tout le monde entende, « Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir échoué. » Un murmure a parcouru la foule. Mon frère a immédiatement essayé de l'arrêter, mais mon père a continué. Il a admis que mon frère l'avait poussé, mais qu'il avait laissé faire et que l'échec lui appartenait. Puis il a dit quelque chose qui a changé toute l'atmosphère, « J'ai protégé les mauvaises choses pendant des années. » Mon frère l'a regardé avec incrédulité, puis est devenu furieux. « C'est ridicule », a-t-il lancé. « Elle retourne tout le monde contre moi parce qu'elle a toujours besoin d'être la victime. » Cela aurait pu fonctionner une fois. Pas maintenant. Pas après l'appel téléphonique. Pas après la confrontation. Pas après les excuses publiques de mon père. Je l'ai regardé depuis l'hôtel, toujours dans la robe de mariée qu'il pensait que je porterais vers l'humiliation, et j'ai dit calmement, « Non, tu as fait ça toi-même. » Il m'a lancé un regard noir et a exigé, « Tu crois que tu as gagné ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit la seule chose à laquelle il ne pouvait pas répondre, « Ce n'était jamais un jeu pour moi. C'est pour ça que tu as perdu. » Il n'a pas eu de réponse parce que c'était vrai. Il avait passé toute sa vie à traiter l'amour comme une compétition et l'attention comme un trophée. En une seule journée, il avait exposé exactement à quel point cela le rendait petit. L'officiant a demandé si nous voulions continuer. Je me suis retourné vers mon fiancé et j'ai dit,
plus que tout. Nous avons donc échangé nos alliances, répété nos vœux, et lorsque l'officiant nous a déclarés mari et femme, les applaudissements qui se sont élevés des invités semblaient plus grands que la célébration. Ils ressemblaient à un soulagement, à un témoignage, au son de personnes réalisant qu'elles venaient de regarder une femme refuser de rendre sa joie aux personnes qui la contrôlaient autrefois. Après le baiser, le jardin a explosé. Les gens se sont levés, ont applaudi, ont pleuré et ont souri pendant que mon mari se penchait près de moi et murmurait « Tu as été magnifique ». J'aurais dû me sentir brisé après tout ce qui s'était passé, mais au lieu de cela, je me sentais étrangement légère, comme si une pièce verrouillée à l'intérieur de moi venait enfin de s'ouvrir. Lorsque nous nous sommes tournés pour faire face aux invités, j'ai vu la forme finale de la journée. Ma mère pleurait comme si elle avait enfin compris que la paix qu'elle passait des années à protéger avait toujours été bâtie sur mon silence. Mon père se tenait près de l'arrière, ressemblant à un homme qui venait enfin d'être forcé de voir le coup de sa lâcheté. Et mon frère n'avait plus l'air triomphant. Il avait l'air exposé. La performance avait échoué. La salle s'était détournée de lui, et pour la première fois, tout le monde pouvait le voir clairement. Alors que mon mari et moi commencions à marcher vers la pelouse de réception, je me suis arrêté avant d'y arriver et je me suis retourné vers ma famille. Le jardin est devenu silencieux presque instantanément. Mon mari se tenait à mes côtés, une main stable sur mon dos. J'ai regardé mon père en premier. « Tu étais censé m'apprendre ce qu'est l'amour, ai-je dit. Au lieu de cela, tu m'as appris ce que l'on ressent quand on m'en dit des miettes. Je ne le ferai plus. » Puis j'ai regardé mon frère. « Tu as passé des années à essayer de me convaincre que j'étais moins pour te sentir plus. Aujourd'hui était censé être ton chef-d'œuvre. Tu voulais que je commence mon mariage en me sentant rejetée et petite. Mais tout ce que tu as fait, c'est prouver que j'ai grandi au-delà de toi il y a longtemps. » Son visage s'est tordu, mais le public n'était plus le sien. Il n'avait nulle part où projeter sa cruauté sans qu'elle ne lui retombe dessus. « Tu as pris assez de moi, ai-je dit. Pas aujourd'hui, plus jamais. » Puis je me suis tourné vers ma mère. « Je t'aime, mais si tu continues d'appeler le silence la paix, tu me perdras aussi. » Après cela, je suis parti. Plus tard, j'ai appris exactement à quel point cette fin avait frappé mon frère. Furieux que mon père se soit excusé publiquement et ait détruit la version de l'histoire qu'il voulait que tout le monde croie. Il l'a acculé près du chemin secondaire derrière la zone de réception. Il a crié, l'a accusé de trahison, et a dit des choses laides et enfantines devant des témoins, confirmant tout ce que les gens commençaient à soupçonner de lui. Ce fut le moment où tout s'est effondré. Mon père, déjà secoué, a finalement fait ce qu'il aurait dû faire des années plus tôt. Il lui a dit de partir immédiatement. Lorsque mon frère a refusé, 2 cousins de mon mari et un responsable du lieu l'ont escorté par la porte latérale sous les regards et les chuchotements des invités. Ce fut la vraie punition. Pas seulement d'être expulsé du mariage, mais de perdre la scène, de perdre la protection de la famille, de perdre la capacité d'être cruel et d'être toujours admiré. Son grand plan était de m'humilier devant tout le monde. Au lieu de cela, c'est lui qui est parti dans la disgrâce pendant que le mariage continuait sans lui. La réception elle-même s'est transformée en quelque chose de magnifique. Mon mari et moi avons dansé sous des lumières tamisées. Mon oncle a porté un toast sur le fait que la vraie famille est celle qui se tient à vos côtés quand cela coûte quelque chose. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti entouré de personnes qui ne rendaient pas l'amour conditionnel. Bien plus tard, mon père s'est approché de moi calmement. Il n'a pas supplié mon pardon. Il a seulement dit qu'il voyait maintenant ce qu'il avait fait et qu'il savait que le voir tard n'effaçait pas ce que j'avais traversé. Puis il a posé sur la table le mouchoir de ma grand-mère, celui destiné au jour où il devait m'accompagner à l'hôtel, et a dit qu'il ne méritait pas de le garder. Ça m'a fait mal, mais c'était honnête. À la fin de la soirée, je suis sorti un instant et j'ai regardé l'allée bordée de fleurs où j'aurais dû marcher avec mon père et où j'ai marché à la place avec l'homme qui avait réellement mérité cette place en m'aimant quand personne ne regardait. C'est là que j'ai compris la vérité. Mon frère n'avait pas ruiné mon mariage. Mon père non plus. Il s'était révélé. Oui, il m'avait profondément blessé. Mais ils avaient échoué à définir le sens de ma journée. Le sens de mon mariage n'était pas l'abandon. C'était la clarté. C'était le moment où j'ai cessé de confondre le sang avec la loyauté et où j'ai enfin compris qu'être choisi n'est pas la même chose qu'être aimé. Au final, je me suis marié. Mon frère a été mis à la porte.
Mon père est resté debout dans les conséquences de sa propre faiblesse. Et je suis entré dans ma nouvelle vie non pas comme la fille qui n'était jamais la priorité, mais comme la femme qui a finalement cessé de demander aux gens brisés la permission d'exister.